Trop d'êtres humains partout sur la Terre, des ressources limitées, une humanité qui étouffe sous sa propre prolifération. On est habitué à imaginer une population mondiale en croissance perpétuelle jusqu'à l'excès et l'épuisement de la planète. Et si c'était faux ? Le 14 juillet 2020, une étude publiée dans The Lancet tord le cou à cette vision des choses. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Selon ces nouveaux chiffres, la population mondiale atteindrait son pic en 2064 avant d'entamer un lent déclin pour aboutir à 8,8 milliards d'êtres humains sur Terre à la fin du siècle. Avec de nettes différences entre les pays. La Chine ou l'Inde verraient par exemple une baisse drastique de leur population, alors que certains pays d'Afrique subsaharienne continueraient leur développement. Résultat, les 10 pays les plus peuplés du monde ne seraient plus les mêmes à l'horizon 2100. Si les calculs de l'Institut diffèrent des projections réalisées par l'ONU depuis des années, c'est majoritairement en raison du taux de fécondité. Cet indice passerait en effet en dessous du seuil de renouvellement de la population d'ici la fin du siècle dans 183 pays. En clair, à moins d'une hausse de l'immigration, la population de ces régions baissera. Pourquoi une telle chute ? Pour 2 raisons centrales. L'éducation des femmes, qui les pousse à entrer dans la vie active et à repousser ou abandonner leurs projets familiaux, et surtout un accès généralisé à la contraception. Les auteurs de l'étude ont imaginé 5 scénarios en fonction de la rapidité d'accès aux méthodes contraceptives dans les pays qui en sont pratiquement dépourvus aujourd'hui. Dans le scénario le plus rapide, c'est-à-dire celui qui prend comme acquis les objectifs du Sustainable Development Goal des Nations Unies, visant un accès universel à la contraception d'ici 2030, la population mondiale pourrait même chuter à moins de 7 milliards en 2100, soit 5 milliards de moins que les projections habituelles de l'ONU. Un décalage qui devrait moins à des méthodes de calcul ultra novatrices qu'à des hypothèses divergentes. En tant qu'organisation supranationale, on ne va pas dire l'Europe est en train de décliner versus l'Afrique qui est en train d'avoir une croissance démographique. Concrètement, les Nations Unies, lorsqu'ils font des hypothèses de fécondité, supposent que l'Europe va avoir une fécondité en hausse, tandis que d'autres continent va avoir une fécondité en baisse. Et puis finalement, il y a une sorte de convergence dans les tendances démographiques qui garantit une sorte de paix sociale à l'échelle des pays. C'est juste ça. Reste que même dans les scénarios les plus lents, la population mondiale entamera prochainement sa diminution. Moins de monde sur Terre, est-ce une bonne nouvelle ? Pour la planète, le climat, l'environnement, la pression sur les ressources, oui, sans aucun doute. En revanche, une baisse de la natalité entraînera fatalement une inversion prononcée de la pyramide des âges, avec de nombreuses conséquences économiques et géopolitiques. Alors qu'en 1950, 25 bébés naissaient pour chaque personne passant le cap des 80 ans, ce chiffre pourrait chuter à une seule naissance en 2100. Selon les projections de l'étude, les plus de 80 ans seraient ainsi multipliés par 6 à la fin du siècle. Conséquence, une population active amoindrie et affaiblie économiquement par le financement des retraites dans les pays les plus riches, et une large masse de travail dans les pays actuellement en voie de développement, ce qui pourrait bien rebattre les cartes au niveau des grandes puissances mondiales. L'Italie et l'Espagne perdraient ainsi quelques rangs dans le classement, pendant que l'Australie et Israël pourraient profiter d'une hausse de l'immigration pour intégrer le top 20. De plus, certains pays africains comme le Nigeria pourraient drastiquement monter en puissance avec une population active beaucoup plus importante. Autre aspect influencé par l'âge, les forces armées. La Chine, par exemple, pourrait perdre jusqu'à 60% de sa population âgée entre 20 et 24 ans d'ici la fin du siècle, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'équilibre géopolitique mondial. C'est clair qu'on est dans une situation de déséquilibre progressif, et ça, c'est aussi un facteur qui va conduire d'une manière ou d'une autre à une sorte de rééquilibrage. Et ce sera difficile à assumer pour l'Europe, pour l'Amérique, de voir l'émergence de certaines puissances économique et militaire africaine. Face à cette décroissance inquiétante, certains gouvernements réfléchissent d'ailleurs déjà à des mesures. 4 solutions s'offrent à eux. Augmenter le taux de fécondité en mettant en place des politiques familiales incitatives, augmenter la masse des travailleurs en repoussant l'âge de la retraite, promouvoir l'immigration ou restreindre l'accès à la contraception. Les auteurs de l'étude craignent ainsi que certains États choisissent cette dernière solution, mettant en danger les droits des femmes. Une thèse qui n'est pas partagée par tout le monde. En l'occurrence, vous avez des pays où on a distribué des moyens de contraception et ça n'a absolument rien changé. Et puis vous avez des pays, au contraire, où l'utilisation de contraceptifs est relativement limitée et la fécondité diminue. Aujourd'hui, on est dans une situation, et ce sera encore plus le cas demain, où ce sont les individus qui déterminent leur comportement de fécondité et ce ne sont pas les politiques. Quant à l'immigration, présentée comme la seule solution rapide et efficace par les auteurs de l'étude du Lancet, elle est loin de faire l'unanimité. Le message,
terme politique, il n'est pas forcément très populaire. Par contre, la réalité démographique, elle est celle-ci. Vous avez des déséquilibres qui sont très importants et les flux migratoires sont une manière de répondre aux besoins des pays industrialisés en même temps qu'à ceux des pays en développement. Donc la réalité démographique, elle est un peu différente de la réalité politique. Finalement, se projeter en 2100 reste un exercice assez périlleux et peu fiable. Les conséquences du réchauffement climatique n'ont d'ailleurs pas été prises en considération par les auteurs du Lancet, car jugées trop imprévisibles. Ceux-ci concluent leur étude en insistant sur le fait que rien n'est gravé dans le marbre. L'évolution de la population n'est pas un facteur exogène que les pays doivent prendre en compte, mais un résultat sur lequel ils ont une prise dans leurs décisions actuelles. Quant à l'idée selon laquelle moins on fait d'enfants, mieux ce sera pour la planète, laissons Philippe Vanner répondre. On prend le cas de la Suisse, par exemple, toute la rénovation des bâtiments est faite par des actifs qu'on fait venir de l'étranger. Une baisse de la croissance est peut-être bonne pour le climat, mais derrière ça, il y a surtout les comportements. Quelle est la taille de la population idéale pour avoir des comportements vis-à-vis de la consommation énergétique qui soient la plus correcte possible. Et je ne suis pas sûr que des populations qui seraient fortement en décroissance, soient les moins polluantes.